Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de Monsieur Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais Monsieur Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, Monsieur Lambert peut acheter l'un des 20 magazines du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir un magazine du groupe Pinault Printemps de la Redoute. À la maison, Monsieur Lambert peut zapper sur l'une des 8 chaînes du groupe Lagardère. Mais il peut aussi regarder le 20h de TF1 du groupe Bouygues. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Ainsi, passer une journée sans le groupe d'Arnaud Lagardère a un prix. Celui de fréquenter une poignée de personnages du même acabit. Tous dirigeants de grands groupes industriels ayant investi dans les médias. Pour ces groupes, tous liés à des marchés publics, vendre de l'information a un double intérêt. Disposer d'un levier politique évident et faire des profits. Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons, rapidement malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. La concentration et la financiarisation des médias n'est pas sans conséquence. Évidemment, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Comment comprendrait-on l'appauvrissement de l'information si on ne tenait pas compte d'une politique systématique de réduction des coûts qui n'a pas simplement pour objectif, comme c'est encore le cas en presse écrite, notamment dans la presse écrite nationale, d'essayer d'éviter les déficits et d'être modestement rentable, c'est-à-dire de pouvoir investir un peu et payer les salariés, mais d'être profitable. C'est-à-dire de dégager dans les secteurs des médias des taux de profit qui sont équivalents à ceux que l'on peut espérer dans les secteurs de pointe de l'économie. Claire Chazal, je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne, avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumé et même étalé dans les journaux, comme vous le savez. Le candidat François Bayrou avait quelques raisons de se plaindre de l'amitié des grands industriels propriétaires de médias avec le candidat Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2007, pas moins de 4 de ces grands patrons de presse n'hésiteront pas à s'afficher aux Fouquet's pour fêter la victoire du nouveau président de la République. La proximité connue et affichée entre Nicolas Sarkozy, notre cher président de la République, et les grands propriétaires des médias ne va pas s'en poser de problème. Elle est évidemment corruptrice. Mais ce serait peut-être une erreur de s'arrêter aux amitiés, à la fréquentation du yacht de Bolloré, au copinage en tout genre, parce que ce copinage repose avant tout, sur la convergence des options idéologiques et politiques. C'est parce qu'ils sont d'accord sur le fond de la société qu'ils veulent construire, sur les intérêts économiques à défendre, que les amitiés peuvent être relativement efficaces. Moi, je crois que les intérêts des gens qui dirigent de fait ce pays sont largement au-delà de la seule personne Sarkozy.
Sarkozy ne tient qu'autant qu'aujourd'hui il peut apparaître comme celui qui va garantir au maximum les intérêts financiers, les intérêts idéologiques des dominants. Mais si demain, pour une telle ou telle raison, il apparaît comme plutôt gênant, ces gens changeront de cheval comme ils changent de chemise, il n'y a pas de problème. Et croyez-moi, l'intérêt, c'est qu'il y a des candidats, hein, des candidats à droite bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup à gauche. Alors maintenant, un petit mot sur votre voisin, Jean-Pierre, qui était conseiller de votre père. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre? Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin. Vous venez de temps en temps lire bonjour. Ce qui est un spectacle aussi en soi. Oui. Il vient à 8h moins quart moins 10, puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Puis après on bavarde, etc. Les téléspectateurs de Vivement Dimanche sont tout à fait prêts à croire Jean-Pierre Elkabbach. Quand le grand patron d'un groupe de 250 000 employés passe le matin à la radio dont il est le propriétaire, c'est pour bavarder, et en aucun cas pour donner des directives. Jean-Pierre Elkabbach et Michel Drucker tiennent à l'affirmer. Pour les grands industriels qui les emploient, l'indépendance des journalistes est quelque chose de sacré. L'indépendance, je retrouve chez lui avec en plus ses qualités, sans faire de baratin parce que tu es là. Toi, c'est vrai que tu t'es imposé comme avec une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi dans 2-3 fois dans des négociations, hein, je peux le dire, il est concentré, il est immobile, on se demande s'il est ailleurs, il est patient, et à un moment où on s'attend le moins, il fonce, il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Je le dis à ceux qui vont négocier avec lui. Non, faut pas leur dire ça. J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. C'est bien qu'il vienne le matin parce que... En effet, Arnaud Lagardère a bien fait de venir. Et il faut au moins le talent d'un grand journaliste pour déclamer pareil éloge de son patron. Il a l'initiative stratégique de mouvement. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, comme le font Jean-Pierre Elkabbach et bien d'autres, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. Retrouvons nos deux éditorialistes de renom. Écoutons ce qu'ils ont à dire sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'armes? Non, il faudrait voir selon les titres et selon les parties de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse, quoi. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler, et ça ne les prive pas de toute influence hein, sur l'orientation, évidemment. Quand on crée un journal, on va pas tout d'un coup donner les clés à une équipe de journalistes qu'on a recrutés pour les besoins de la cause. Il est logique que le propriétaire fixe une orientation. On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là ». Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une basse rigolade. Ils ont le pouvoir du journaliste. Oui, ils ont la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est donc normal que le pouvoir s'exerce. Mais comment s'exerce-t-il concrètement? Revenons aux 20h de TF1, le journal télévisé le plus regardé de France. C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié... Serge Chazal a raison. Choisissons un exemple concret, mais pas n'importe lequel. Un événement important qui engagerait la sécurité des citoyens et l'avenir du pays. Non, quelque chose de moins grave quand même.
Prenons un problème qui concernerait la sécurité des centrales nucléaires. Le 27 mai 2008, une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'à cause de graves anomalies, l'autorité de sûreté nucléaire a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les opérations de coulage du béton sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville. L'information a été reprise par différents médias au cours de la journée. Nucléaire, avec l'interruption du chantier de l'EPR à Flamanville, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La dépêche précise que la réalisation des travaux de terrassement, de ferraillage et de coulage du béton a été confiée au groupe Bouygues. Regardons comment TF1, la chaîne de Martin Bouygues, évoque cet événement dans son journal du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le chef de l'État à Rungis ce matin pour saluer, dit-il, la France qui se lève tôt et ne demande qu'à vivre des fruits de son travail. 2 heures plus tard, il y a l'annonce. Ce jour-là, les 7 millions de téléspectateurs de TF1 ne sauront rien des problèmes de béton sur le chantier du réacteur EPR. Regardons le lendemain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Ah, rien non plus. Regardons le journal du week-end de Claire Chazal. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la suite des intempéries. Claire Chazal, elle non plus, ne pipera mot des déboires de son employeur sur le chantier de Flamanville. Il est vrai que le nucléaire est devenu depuis quelques années une priorité industrielle stratégique pour le groupe de Martin Bouygues. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça c'est le vrai pouvoir. Et il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce.